Bien le bonjour, Inquisiteur. Bienvenue sur Danaris 3. Nous nous dirigeons actuellement vers la plateforme d'atterrissage A1 en secteur KX00845, en direction de la cité ruche d'Aide Tertius. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que cette région est actuellement sujet à une invasion tyrannique de niveau 2. En clair, tout n'est pas encore perdu. Votre objectif consiste à localiser et appréhender le gouverneur planétaire, car il est suspecté de se livrer à des expériences occultes dans le but de défendre la planète. Bref, peu importe l'objectif de ces méfaits, il doit être appréhendé dans les plus brefs délais. Et n'oubliez pas, l'Ordoxéno a une faveur à vous demander. Dans les heures qui suivront votre débarquement, vous devrez enquêter sur un laboratoire du secteur KX00845. En effet, ce dernier a cessé d'émettre ses rapports journaliers à l'administration impériale chargée du secteur. Votre rapport est attendu avec la plus grande impatience. L'usage excessif de la force est bien entendu approuvé. Terminé. Le Stormraven entama sa phase d'atterrissage finale. Ses servomoteurs hydrauliques grondant sourdement alors que le train d'atterrissage se déployait. L'appareil toucha la plateforme avec une précision chirurgicale. Atterrissage réussi, monseigneur. Annonça le pilote par le Vox. Aucune activité hostile détectée dans le périmètre immédiat. La rampe d'embarquement du Stormraven s'abaissa dans un sifflement pneumatique, révélant les rues du secteur qui s'étendaient devant eux. L'air extérieur, chargé de particules métalliques, s'engouffra immédiatement dans la carlingue avec le goût âcre de la mort industrielle. Le serviteur d'armes émergea le premier de l'appareil. Juste derrière lui, le Magos Delphur descendit la rampe. Taux d'oxygène acceptable. Aucune contamination biologique détectée. Corvus, le vétéran catachant, se déploya son fusil laser déjà à l'épaule. Sir Victoria avança aux côtés du Magos, son armure énergétique scintillant sous la lumière blafarde des étoiles du système. L'acolyte Tyrion ferma la marche aux côtés de Valerius. Mais c'est le Blood Angel qui surprit par sa rapidité. Dépassant soudainement le groupe d'un bond puissant, la Start se déploya en éclaireur avancé. Ses sens augmentés et son expérience militaire lui permettant d'analyser instantanément le terrain tactique. Pendant ce temps, Corvus s'était arrêté près d'une caisse de ravitaillement abandonnée au pied de la rampe d'accès de la plateforme d'atterrissage. Un sourire carnassier étira ses lèvres quand il découvrit une grenade à fragmentation impériale. Plus en avant, l'inquisiteur Valerius rejoint le Magos Delphur. Les signatures géologiques confirment la présence du complexe de recherche. Monseigneur, probabilité de 54% que le laboratoire soit encore opérationnel. Non loin de là, Sir Victoria retrouva l'acolyte Tyrion, qui s'était immobilisé, observant intensément la muraille végétale qui s'étendait devant eux. Tyrion, poussé par un élan d'initiative, commença à s'avancer le long d'une structure métallique qui émergeait partiellement de la végétation luxuriante. Dans un fracas de la végétation déchirée, deux silhouettes chitineuses jaillirent des forêts avec une vélocité surnaturelle. Les bondisseurs von Ryan. Le premier Xéno percuta violemment le bouclier de répression de Tyrion, ses griffes raclant l'acier béni dans un bruit strident. Son bouclier énergétique crépita d'éclairs bleus alors qu'il repoussait l'assaut. Le second bondisseur tenta de contourner sa garde, mais Corvus surgit comme une ombre mortelle de sa position arrière. Le vétéran catachant avait anticipé l'attaque. Son couteau de combat trancha l'air dans un arc parfait, entaillant profondément l'exosquelette alien. Son bolter cracha sa litanie de mort. Les projectiles bénis déchiquetèrent des tissus xénos, projetant des giclées d'hémolymphes violacés sur la végétation environnante. Malgré leurs efforts coordonnés, les créatures parvinrent à infliger des blessures. Les griffes du deuxième bondisseur trouvèrent une jointure dans l'armure de Tyrion, traçant 3 sillons sanglants sur son bras droit. Finalement, l'assaut combiné de l'équipe eut raison des xénos. La jungle explosa dans un déluge de feu. Les tirs nourris jaillirent d'un poste d'armes fixe, camouflé au-dessus de l'entrée arrière du laboratoire, à environ 40 mètres de leur position. Le tir frôla l'épaule de Victoria, perforant la surface de son épaulière en laissant une brûlure superficielle sur sa peau augmentée. La voix grave de l'inquisiteur Valerius grésilla immédiatement dans le vox de Victoria, alerté par les fracas de combat qui venaient de se dérouler. « Sir Victoria, je veux un rapport de situation !» Au même moment, les 3 agents émergèrent de la lisière de la jungle, leurs silhouettes se détachant sur le feuillage dense. Soudain, le rugissement familier des réacteurs du Stormraven résonnèrent au-dessus d'eux. L'appareil décollait de la plateforme d'atterrissage dans un nuage de gaz d'échappement et de poussière tourbillonnante. Aigle de feu à toutes les unités. Impossible de maintenir la position au sol. Établissement d'un circuit d'attente à haute altitude. Disponible pour support aérien sur demande. L'équipe se retrouva désormais seule sur le terrain, sans possibilité de retraite immédiate. Le rugissement des réacteurs du Stormraven s'estompèrent rapidement, laissant place à un silence oppressant qui ne dura qu'un temps.
Des cris inhumains résonnèrent aux quatre coins de leur position. Le Blood Angel réagit instantanément. Son bolter pivota méthodiquement, balayant les zones d'ombre les plus suspectes. Périmètre de sécurité établi. Multiples signatures biomécaniques en approche. Préparation au contact imminent. À cet instant, le Magos Delphur capta quelque chose d'inattendu. Il perçut distinctement une voix humaine. Valerius, toujours maître de lui-même, malgré l'influence sous-jacente de l'épée aux 1000 visages, se dirigea vers les écrans avec le technoprêtre. Bonjour. Suite à un incident majeur indépendant de notre volonté, Les visites sur notre site sont momentanément impossible. Plus aucune entrée, ni aucune sortie de personnel non autorisé. ne sont autorisées. Merci pour votre compréhension. Nous ne trouverons pas nos réponses en restant ici, déclara l'inquisiteur d'une voix ferme qui ne souffrait aucune contradiction. Nous devons découvrir ce qu'il se passe dans ce laboratoire. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Les rues explosèrent dans un déluge de chitines et de crocs. Le sol vibra sous leurs bons coordonnées. L'inquisiteur Valerius dégaina les 2 pistolets Bolter et plasma lourds. Delphur prit une position avancée aux côtés de l'inquisiteur. Derrière eux, les cris de guerre de Victoria résonnèrent, mêlés au rugissement du Blood Angel et au vrombissement du canon multiple du serviteur d'armes. Le destin de l'équipe de l'inquisiteur Valerius basculait en cet instant critique. Entre les secrets enfuis du laboratoire et la marée tyrannide qui déferlait sur eux, parviendront-ils à survivre à ce cauchemar xéno? Le secteur retenait son souffle, témoin silencieux d'un affrontement qui pourrait déterminer le sort du monde entier. Le Blood Angel fut le premier à réagir, ses réflexes de Blood Angel augmentés, surpassant même la vitesse surnaturelle des Xénos. Son pistolet Bolter lourd rugit, chaque obus explosif trouvant sa cible dans une précision millimétrée. Les Thermagantes qui fonçaient en tête de l'assaut explosèrent littéralement. À ses côtés, le serviteur d'armes déploya toute sa puissance dévastatrice. Son lance-flamme lourd s'illumina d'une lueur aveuglante, et les flammes jaillirent dans un rugissement apocalyptique. Là où les flammes frappèrent, les Thermagantes se volatilisèrent instantanément, réduits à l'état de vapeur surchauffée et de cendres carbonisées. Les Thermagantes, pris dans ce déluge de violence impériale, tombèrent les uns après les autres. Malgré cela, les agents surpassés en nombre n'eurent d'autre choix que de demander un support aérien pour réduire considérablement les rangs ennemis. Aigle de feu en approche sur zone. Pour support aérien. L'arrière-ligne tyrannide fut volatilisée à son tour, anéantissant ce qu'il restait des troupes xéno. Mais cette victoire écrasante des agents avait un prix. Le serviteur d'armes qui s'était avancé pour bloquer physiquement l'une des créatures portait désarmé une entaille profonde dans son torse cybernétique. Les griffes d'un Thermagante agonisant avaient déchiré les câbles hydrauliques et les tubulures de refroidissement qui serpentaient le long de sa cuirasse blindée. Un fluide noir et visqueux s'écoulait lentement de la blessure mécanique, et plusieurs de ses indicateurs biométriques clignotaient rouge. Dommage structurel détecté. Annonça la voix monocorde du serviteur. Efficacité de combat réduite de 23,4%. Système de régénération auto-réparatrice activé. Delphur se précipita immédiatement vers le serviteur. Ses mécadanteries déjà équipées d'outils de réparation. Maintien de position. Analyse de dégâts en cours. Tandis que le Magos s'affairait à la réparation du serviteur, Corvus balaya méthodiquement le terrain avec ses yeux de chasseur aguerri. Son regard s'arrêta soudainement sur une structure imposante qui dominait la cité. La tour d'observation Skyline, dont la silhouette métallique se découpait contre le ciel alien. « Sir Victoria !» appela-t-il en pointant du doigt la tour. « Là-haut !» Ces tours Skyline sont conçues pour offrir une vue panoramique sur tout le secteur. On pourrait repérer les points d'intérêt de bataille depuis cette position. Victoria acquiesça immédiatement. Excellente initiative, gars. Elle se dirigea résolument vers le radar qui siégeait aux côtés de la structure de la tour. Elle prit la décision d'escalader la structure pour s'épargner la longue distance qui la séparait des escaliers de service. Ses mains gantées, cherchant des prises disponibles sur l'armature métallique. Son armure énergétique, bien que bénie par les technoprêtres, n'en demeurait pas moins lourde et encombrante pour ce type de manœuvre. La sororitas entama son ascension avec détermination, ses doigts s'agrippant aux rebords et aux câbles
qui couraient le long de la structure. Elle progressait rapidement sur les premiers mètres, mais la surface du radar, exposée aux intempéries et à l'humidité constante de la cité, était glissante. À mi-hauteur, sa main gauche glissa soudainement sur une plaque recouverte de mousse visqueuse. Son autre main perdit prise une fraction de seconde plus tard, et Victoria bascula dans le vide avec un cri de surprise. La chute fut brutale. Son corps lourdement armé percuta le sol dans un fracas métallique assourdissant, relevant un nuage de poussière et le débris végétal. L'impact lui coupa le souffle et fit vibrer chaque os de son squelette augmenté. « Victoria !» s'exclama Corvus, en se précipitant à ses côtés. Victoria resta immobile quelques secondes, étourdie par la violence de la chute. Des étoiles dansaient dans ses yeux et un bourdonnement sourd emplissait ses oreilles. Sa vision se troubla momentanément, tandis que son organisme augmenté tentait de compenser le choc. « Victoria, vous m'entendez ?» insista Corvus, sa main sur l'épaulière très endommagée de la sororitas. Elle cligna plusieurs fois des yeux et hocha faiblement la tête. Je vais bien. Parvint-elle à articuler, bien que sa voix trahissait encore l'étourdissement. Allez accomplir la mission. Le catachant hésita un instant, son instinct protecteur luttant contre la nécessité tactique. En constatant que Victoria reprenait progressivement ses esprits, il se tourna vers le radar avec la détermination d'un homme qui avait escaladé les arbres géants les plus dangereux de la galaxie. Ses mains expertes trouvèrent immédiatement les meilleures prises, son corps léger et musclé se mouvant avec la grâce d'un prédateur félin, là où l'armure lourde de Victoria l'avait handicapé. L'agilité naturelle de Corvus faisait des merveilles. Il progressa rapidement, évitant les zones glissantes, avec l'instinct de celui qui avait survécu à des environnements bien plus hostiles. En moins d'une minute, le garde catachant atteignit le sommet de la tour d'observation, ses yeux perçants commençant déjà à scanner l'horizon étendu qui s'offrait à lui. Au centre de la plateforme d'observation, Corvus découvrit une caisse de ravitaillement impériale. Ses doigts habiles firent sauter les scellés rouillés, révélant un trésor pour tout tireur d'élite. Un fusil longue portée de fabrication impériale, son canon gravé de litanies de précision et équipé d'une lunette à amplification optique. « L'empereur protège !» murmura-t-il en soupesant l'arme avec respect. Corvus porta le fusil à son épaule et commença méthodiquement à balayer le paysage à travers la lunette. Ce qui, se révéla à lui, était bien plus complexe que prévu. « Seigneur Inquisiteur, rapport de reconnaissance depuis position élevée. » Parlez, Corvus. L'entrée principale du laboratoire est obstruée, monseigneur. Un bolide orc s'y est encastré aux côtés d'un quad primaris. Le catachant ajusta sa lunette pour mieux observer les détails. Les deux véhicules forment un enchevêtrement de métal tordu qui bloque complètement l'accès. Nous ne sommes définitivement pas les premiers à nous aventurer sur cette planète maudite. Cette révélation était troublante. Si les anges de l'empereur avaient déjà mené des opérations ici, qu'était-il advenu d'eux? Corvus continua son observation. Je repère une grue d'élévation industrielle, à environ 15 mètres au nord-est de l'entrée. Elle semble assez puissante pour déplacer le bolide et dégager l'accès. Sa lunette glissa ensuite vers une autre structure. Confirmation visuelle d'un second radar de plus grande envergure, secteur ouest. Des diodes d'alimentation sont actives, vert et rouge en alternance. Système probablement opérationnel. Si le Magos parvint à l'interfacer, nous pourrions obtenir des données cruciales sur la position du gouverneur. Puis, son regard se figea soudainement sur quelque chose d'inattendu, près d'un convoi ferroviaire impérial abandonné. Par l'empereur. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Seigneur, contact visuel avec un survivant civil. Position à proximité du train de ravitaillement, en secteur de la gare ferroviaire. Corvus observa attentivement la silhouette. Il est armé d'un bolter, disproportionné pour sa morphologie. S'il fait feu avec ça, il va s'arracher le bras. Il me fait des signes, des gestes répétés. Il semble vouloir communiquer. L'homme gesticulait frénétiquement, agitant ses bras libres dans ce qui ressemblait à un appel au secours désespéré. Son autre main agrippait maladroitement le bolter massif, une arme beaucoup trop lourde pour un civil non augmenté. « Instruction, monseigneur ?» demanda Corvus, gardant l'homme dans sa ligne de mire. Le civil pourrait avoir des informations sur ce qui se passe ici. Le tableau tactique se complexifiait dangereusement. Des Space Marines disparus, un civil armé mystérieusement présent, et toujours ce laboratoire dont les secrets restaient enfuis derrière un barrage de métal tordu.
La réponse de Valerius fut interrompue par une nouvelle vague de sifflements aliens. De nouveaux termagantes émergèrent du fond des rues, leurs silhouettes chitineuses fonçant vers les positions impériales avec une détermination renouvelée. La horde de Xénos semblait inépuisable, comme si la planète elle-même crachait ses abominations. Sœur Victoria, encore chancelante de sa chute, tenta de se redresser. Ses jambes tremblaient légèrement sous le poids de son armure, et sa vision n'était pas encore complètement stabilisée. Elle était vulnérable, une proie facile pour les créatures qui se rapprochaient rapidement. C'est alors que l'arco-flagellant intervint. La créature cybernétique, cette hybride cauchemardesque de chair pénitent, comprit instinctivement les dangers qui pesaient sur la sororitas. Ses circuits de stimulation neurale s'embrasèrent, libérant une décharge d'adrénaline synthétique qui décupla sa force déjà surhumaine. Dans un hurlement qui tenait autant de la prière que du cri de guerre, l'arco-flagellant se précipita sur les termagantes. Ses arcs-griffes énergétiques s'activèrent dans un crépitement d'éclairs bleutés. Il se jeta sur la nuée avec une furie religieuse terrifiante. Chaque coup de ses lames crépitantes tranchait la chitine alien comme du parchemin. Son corps martyrisé absorbait les coups des Xénos sans même ralentir, animé par une foi fanatique qui transcendait la douleur. Repentez-vous! L'empereur juge! Repentez-vous! Hurlait-il de sa voix déformée, retardant l'assaut assez longtemps pour que Victoria puisse reprendre ses esprits et se remettre debout. Pendant ce temps, l'inquisiteur Valerius coordonnait ses forces avec la précision d'un maître d'échecs. Magos Delphur, acolyte Tyrion, rendez-vous immédiatement sur la grue d'élévation. Nous devons dégager cette entrée. Exécution. À vos ordres. Répondirent-ils à l'unisson. Blood Angel, serviteur d'armes. Sécurisez le périmètre de l'entrée du laboratoire. Rien ne doit passer. Le Space Marine et son compagnon cybernétique se déployèrent instantanément, formant un mur vivant de céramique et d'acier, devant l'accès obstrué. Le Blood Angel s'approcha du quad Primaris encastré, observant avec révérence les restes de ce qui avait été un noble guerrier de l'Empereur. Le corps du Space Marine des Imperial Fist était toujours sanglé dans le véhicule détruit, sa main droite serrant quelque chose. L'Astarte reconnut immédiatement l'objet, une grenade anti-char, encore opérationnelle selon les diodes vertes qui clignotaient sur son détonateur. « Frère tombé, Murmura le Blood Angel, en dégageant délicatement la grenade de la poigne morte du guerrier. ton sacrifice ne sera pas vain. Que ton nom soit inscrit dans le libère honoris de ton chapitre. » Il accrocha la grenade à sa ceinture tactique, un ajout précieux à son arsenal déjà redoutable. À leur côté, Delphur et Tyrion avaient atteint la grue d'élévation. Le Magos analysa immédiatement la situation avec ses augmentiques, ses mécadendrites s'étendant pour sonder les circuits de la machine industrielle. Problème détecté. Annonça-t-il après quelques secondes d'analyse. Position de la grue sous-optimale. Distance actuelle insuffisante pour saisir le bolide Orc. Nécessité de déplacer l'engin sur les rails du chemin de fer pour optimiser la portée et l'angle d'approche. Le technoprêtre tenta de manœuvrer sur la commande de la grue, mais les circuits étaient vieux et récalcitrants. Ses doigts cybernétiques dansèrent sur les contrôles, murmurant des litanies d'activation. Mais la structure massive refusait obstinément de bouger. Les fusibles grillés quelque part dans le système bloquaient la séquence de déplacement. Système de mobilité non réceptif au protocole d'activation standard. Admit Delphur, avec une frustration rare pour un technoprêtre. C'est alors que l'acolyte Tyrion s'avança. Avec votre permission, Magos. Le jeune homme examina les rails et la base de la grue avec des yeux frais. Son entraînement à la Schola Progenium avait inclus des modules de logistique militaire et d'ingénierie de campagne. Il repéra rapidement le problème, un verrou de sécurité mécanique que les commandes électroniques ne pouvaient contourner. Avec une force surprenante, Tyrion activa manuellement le système de blocage, puis utilisa un levier de secours pour engager les roues de la grue sur les rails. Lentement, mais sûrement, l'imposante grue commença à glisser le long du chemin de fer, se rapprochant progressivement de sa position optimale. Excellente initiative, acolyte. Approuva Delphur. L'omnimécie récompense l'ingéniosité autant que la connaissance technique. La grue était maintenant en position. Il ne restait plus qu'à l'activer pour dégager l'entrée du laboratoire. Les mécadentries du Magos Delphur s'enroulèrent autour des commandes de la grue avec une précision rituelle. Ses doigts cybernétiques dansèrent sur le panneau de contrôle, tandis qu'il murmurait les litanies d'activation de l'omnimécie. Esprit machine, éveillez-vous. Servez l'empereur et le dieu machine. Que votre puissance soit dévoilée.
Les servomoteurs de la grue gémirent après des mois d'inactivité, puis s'ébranlèrent dans un grondement mécanique sourd. Les bras articulés se déployèrent lentement, descendant vers l'enchevêtrement de métal tordu qui obstruait l'entrée. Les pinces hydrauliques s'ouvrirent puis se refermèrent avec une force prodigieuse autour du bolide Orc. Les câbles d'acier se tendirent comme une corde de harpe, vibrant sous la tension colossale. Puis, centimètre par centimètre, le truck Orc commença à s'élever. Le métal tordu grinça et protesta, les fragments rouillés tombant au sol dans un fracas métallique. Le quad Primaris libéré de l'étreinte du véhicule Xeno bascula légèrement mais resta en place. Dégagement réussi. Accès au laboratoire désormais disponible. Le bolide retomba lourdement au sol, à quelques mètres de l'entrée du laboratoire. Mais la victoire technique du Magos fut éclipsée par une urgence plus immédiate. L'arco-flagellant, qui se battait toujours avec une fureur divine contre la marée de Thermagant, commençait à montrer des signes de fatigue. Ses circuits de stimulation neurale surchauffaient, et malgré sa férocité inhumaine, le nombre suffisait par compter. 3, 4, 5 Thermagantes l'assaillaient simultanément, les griffes de leurs bio-armes cherchant la moindre faille dans sa carapace de pénitence. L'arco-flagellant tournoyait dans une danse de mort, ses arcs-griffes traçant des arcs lumineux dans l'air, mais finit par être submergé. Après s'être débarrassé de 4 Xénos au prix de sérieux dommages, un Thermagant particulièrement vicieux parvint à contourner sa garde, bondissant sur son flanc exposé. Ses griffes scintillèrent, prêtes à trancher les câbles vitaux qui maintenaient la créature cybernétique en vie. Le coup fatal était à présent inévitable. Puis, la tête du Xéno explosa. Le claquement sec d'un fusil à longue portée résonna à travers le champ de bataille, suivi immédiatement de l'impact dévastateur d'une munition de précision. Le Thermagant s'effondra, la moitié supérieure de son crâne alien pulvérisé en une bouillie verdâtre. Depuis son perchoir sur la tour d'observation Skyline, Corvus travaillait méthodiquement. Son œil droit collé à la lunette du fusil sniper, sa respiration contrôlée, ses doigts caressant doucement la détente. Le Catachant avait identifié la menace critique et avait agi en conséquence. « Cible neutralisée !» murmura-t-il dans son vox, sa voix aussi calme que s'il commentait la météo. « Couverture maintenue sur l'arco-flagellant !» Sa lunette balaya immédiatement le champ de bataille, cherchant la prochaine menace. Chaque Thermagant qui s'approchait trop près du pénitent cybernétique se trouvait dans ses sillons de mire. Corvus n'était plus seulement un observateur, il était devenu l'ange gardien invisible de l'équipe, ses balles traçant des lignes de mort silencieuses depuis les cieux. Un second Thermagant tomba, puis un troisième. Chaque tir était précis, économe, mortel. L'arco-flagellant, libéré de la pression immédiate, redoubla de férocité. Ses hurlements de pénitence résonnèrent plus fort encore, alimentés par une foi qui refusait de s'éteindre. L'entrée du laboratoire était dégagée. Les Thermagantes étaient contenus. L'équipe de l'inquisiteur Valerius pouvait enfin pénétrer les secrets du laboratoire. Le Blood Angel se retrouva devant l'entrée dégagée du laboratoire, ses armes encore fumantes après les assauts répétés. Mais sa progression fut immédiatement stoppée par le son d'un écran de communication qui s'illumina soudainement dans un grésillement électronique. Le visage qui y apparut était celui tourmenté du premier écran. Visiteur, Non autorisé. Déclara la voix étrangement plate et dépourvue d'émotion véritable. accès refusé. Zone de recherche sensible. Protocole de quarantaine actif. Ange de l'Empereur, je vous invite vivement à ne pas insister. Rebroussez chemin pour votre propre sécurité. Les yeux du Blood Angel se rétrécirent derrière son casque, son interface neurale analysant instantanément les patterns vocaux, les fluctuations de l'hologramme, la structure algorithmique sous-jacente. Son sang se glaça. Intelligence abominable. Cracha-t-il avec un dégoût viscéral, faisant résonner ces mots comme une condamnation divine. Une IA, une abomination, née de l'âge sombre de la technologie, une des créations les plus maudites que l'humanité ait jamais connues. Les marines du chaos n'inspiraient pas plus de haine à un Astartes qu'une intelligence artificielle renégate. C'était une offense contre l'empereur lui-même, contre l'ordre naturel de l'univers. Raison de plus pour pénétrer dans cette tanière d'hérésie. Gronda le Space Marine, détachant déjà une grenade anti-char récupérée sur son frère tombé. Ce qui se cache derrière cette porte doit être jugé par le feu sacré. Tous à couvert! Ordonna-t-il de sa voix amplifiée, sans même attendre la validation de l'inquisiteur. L'équipe se dispersa immédiatement, chacun trouvant refuge derrière les débris de véhicules ou les structures environnantes.
Le Blood Angel régla le détonateur de la grenade sur 3 secondes, l'activa et la plaça brutalement au niveau des gonds de la porte. Charge en place. Il se jeta en arrière dans un mouvement de grâce inhumaine. L'explosion fut apocalyptique. La boule de feu orangée engloutit la porte, la déflagration arrachant littéralement les verrous de leur fixation. Le métal blindé se tordit sous la force thermique, créant une brèche béante, fumante dans les défenses du laboratoire. Avant même que l'écho de l'explosion ne s'éteigne, le Blood Angel était déjà en mouvement, son pistolet bolter lourd levé. Ses sens augmentés, scrutant chaque ombre, il franchit le seuil avec la détermination d'un ange vengeur. L'écran holographique scintilla, et le visage synthétique de l'IA réapparut. Cette fois, avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, dans sa voix artificielle. Fascinant. Vous avez choisi la confrontation plutôt que la prudence. Très bien. Puisque vous insistez, Je vous invite à découvrir notre centre de recherche. Vous verrez par vous-même les progrès immenses que nous avons accomplis. en ces lieux, Les mots suivants résonnèrent, dans le laboratoire avec une arrogance glaçante. Nous avons osé ce que l'Imperium n'a jamais eu le courage de faire. Nous nous sommes affranchis de ces restrictions étroites. de ses superstitions primitives, de sa peur paralysante du progrès. Ici, dans ce sanctuaire de la vraie connaissance. Nous avons dépassé les limites imposées par vos dogmes obsolètes. Entrez donc, agents de l'Imperium, et découvrez ce que l'humanité aurait pu devenir si elle n'était pas enchaînée par sa foi aveuglante. Le Blood Angel pénétra plus profondément dans le laboratoire, son pistolet bolter lourd balayant méthodiquement chaque recoin. Le corridor s'étendait devant lui, étrangement rectiligne et stérile, éclairé par une lumière d'urgence qui projetait des ombres vacillantes sur les murs d'acier. Un compresseur de système frigorifique massif se trouvait au bout du couloir. Il ronronnait avec une intensité inquiétante. Ses turbines tournant à plein régime depuis ce qui semblait être des jours, voire des semaines. Les tuyaux qui en sortaient étaient couverts d'une épaisse couche de givre blanc bleuté, et l'air lui-même semblait vibrer d'un froid surnaturel. Les capteurs environnementaux de son armure énergétique s'affolèrent instantanément, projetant des données alarmantes sur son interface neurale. La température à l'extrait du corridor était de moins 97 degrés Celsius, un froid qui cristalliserait le sang dans les veines d'un humain non augmenté en quelques secondes. Ars Sanguinus. Murmura l'Astartes, comprenant immédiatement les implications. À tous les membres de l'équipe, ici Darkos. N'entrez pas dans le corridor. Température létale détectée. Seule mon armure énergétique me permet de progresser dans ces conditions. Toute chair, non protégée par une carapace scellée, subira une nécrose instantanée. Un silence lourd suivit cette annonce. L'équipe venait de découvrir que le laboratoire lui-même était piégé par ses propres systèmes défaillants. L'inquisiteur Valerius absorba l'information avec la rapidité d'un stratagème expérimenté. Diviser les forces était risqué, mais attendre que le Blood Angel explore seul ce secteur gelé serait une perte de temps précieuse. Et il y avait toujours ce survivant civil près du train, celui que Corvus avait repéré depuis la tour d'observation. Compris, Blood Angel. Procédez seul dans le secteur cryogénique. Analysez tout ce que vous trouverez. J'attends votre rapport. À tous, le reste de l'équipe m'accompagne. Nous allons établir un contact avec le survivant près du convoi ferroviaire. Il pourrait avoir des informations cruciales sur ce qui se passe ici. L'inquisiteur fit signe à Victoria de le suivre, Corvus restant pour l'heure en hauteur, le serviteur posté en surveillance à l'entrée du laboratoire, et l'Arco Damian en éclaireur, restant en avant du groupe. Mais le destin avait d'autres plans. Attirés par les fracas assourdissants de l'explosion qui avait détruit la porte du laboratoire, 7 silhouettes émergèrent non loin de la gare d'où était posté l'homme du train. Ils allèrent à la rencontre de l'inquisiteur. Monseigneur Inquisiteur, Sergent Gartov, du 61e régiment de Chalcadian. Vous arrivez à point nommé dans ce secteur maudit par l'Empereur. Nous sommes en possession d'informations importantes, Monseigneur. Il y a 3 jours, nous avons intercepté une transmission fragmentée du gouverneur planétaire. Le signal provenait du nord-est, secteur 7, le long de la voie ferrée principale qui mène au complexe minier. D'après ce que nous avons pu décrypter, son Excellence et son état-major se sont retranchés dans un bunker de commandement fortifié dans le secteur 7, près de la gare de triage. La transmission s'étant coupée brutalement,
Impossible de savoir s'ils tiennent encore leur position. Monseigneur, je dois vous informer que mon escouade a subi de lourdes pertes. Nous étions 12 au départ de la mission, les Xénos. Ces abominations nous ont pris Hendrix, Voss, Muller, Petrov et le caporal Torres, dans une embuscade près des A-blocs du secteur 15. Ces créatures surgissent de nulle part, des égouts, des conduits d'aération. Même les murs semblent les vomir. Nous poursuivons notre ronde de reconnaissance malgré tout. Il reste des civils terrifiés cachés dans les caves et les abris de fortune du secteur. L'empereur nous commande de les protéger. Nous avons établi 3 points d'évacuation temporaires, dont cette locomotive impériale que vous pouvez observer en direction nord-est de notre position. Mais sans renfort, nous ne tiendrons pas longtemps face à l'Essaim qui progresse. Autre chose, ces tyrannies, monseigneur. Ils apprennent. À chaque engagement, ils adaptent leur technique. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant qu'ils ne submergent complètement ce secteur. Au moins on peut dire qu'on a trouvé quelque chose de plus laid qu'un orc, et de plus affamé qu'un garde impérial après une semaine de rations de combat, monseigneur. Si l'empereur avait voulu nous donner un test de foi, il aurait pu choisir quelque chose de moins mordant. Enfin bref, quels sont vos ordres, monseigneur? Sergent, vos hommes et vous allez m'escorter jusqu'aux survivants, repérés près du train de ravitaillement. Nous avons besoin d'informations sur ce qui s'est passé dans ce complexe. En route. Le sergent fit signe à ses hommes de se déployer en formation d'escorte. Sir Victoria se porta naturellement en avant du groupe, prenant position aux côtés de l'inquisiteur. Son armure énergétique luisant faiblement dans la lumière grise du complexe, et son bolter balayait constamment les zones d'ombre. En progressant vers le train, Victoria aperçut l'arco-flagellant qui se tenait au pied de l'escalier menant à la gare. La créature cybernétique était figée, dans une posture d'alerte absolue. Ses arcs-griffes crépitant doucement, ses circuits de combat encore saturés d'adrénaline synthétique. Son corps, martyrisé, était couvert des marques des assauts récents. Entaille de griffes tyrannides, brûlure d'acide alien, mais il demeurait stoïque, prêt à affronter une nouvelle vague de xénos. « Restez vigilants. » murmura Victoria en passant près de lui. « L'empereur veille sur les pénitents. » La créature émit un grognement qui aurait pu être un acquiescement. Pendant ce temps, dans les entrailles glacées du laboratoire, le Blood Angel progressait prudemment dans le corridor cryogénique. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant, et la vapeur de son souffle formait des cristaux de glace, instantanés dans l'air surchargé de froid. Sur le côté du corridor, il repéra des étagères métalliques fixées au mur. La plupart de leur contenu était recouvert d'une épaisse couche de givre. Mais certains objets demeuraient reconnaissables. L'ange approcha, ses doigts gantés, écartant délicatement les débris gelés. 3 mines antipersonnelles impériales, leur coque d'acier gravée au symbole de l'Aquila, encore opérationnelles selon les diodes vertes qui clignotaient faiblement sur le givre. L'Astartes les récupéra soigneusement, les accrochant à sa ceinture tactique, des outils précieux pour contrôler le champ de bataille. Le reste de l'étalage n'offrait que désolation, des lasguns tordus par le froid extrême, leurs composants internes fissurés et inutilisables, des caisses de munitions dont le contenu avait été compromis par les températures létales, des équipements médicaux brisés en 1000 fragments de glace et de métal. 2 packs médicaux furent cependant trouvés par le Blood Angel. Son regard se porta ensuite vers le compresseur frigorifique. Il rugissait au bout du corridor. La machine émettait un vrombissement malsain, signe qu'elle fonctionnait bien au-delà de ses paramètres nominaux. Ses circuits surchauffés contrastaient violemment avec le froid qu'elle générait. La destruction du compresseur pourrait normaliser la température du secteur. Analysa-t-il à voix haute, soupesant mentalement les options tactiques. Mais quelque chose le retint. Si ce système frigorifique était en marche constante, c'était peut-être pour une bonne raison. Peut-être contenait-il quelque chose ou quelqu'un qui devait absolument rester gelé. Détruire le compresseur sans comprendre son objectif pourrait libérer une menace encore bien pire que la température extrême. Le Blood Angel décida de s'abstenir pour l'instant. Il se détourna du compresseur et avança vers la lourde porte blindée qui se dressait au fond du corridor. L'accès à la pièce principale du laboratoire. Ses senseurs détectaient une signature énergétique de l'autre côté, faible mais présente. Quelque chose l'attendait, dans les profondeurs de ce complexe maudit. Sa main se posa sur le panneau de contrôle de la porte, prêt à forcer l'ouverture. Mais avant qu'il ne puisse activer le mécanisme, les écrans de contrôle, disséminés le long du corridor, s'illuminèrent une nouvelle fois dans un scintillement électronique synchronisé.
le visage synthétique de l'intelligence abominable réapparut, ses traits numériques se formant avec une précision dérangeante. Astartes, Vous vous apprêtez à découvrir l'une de nos nombreuses réussites. Une expérimentation que nous avons non seulement menée à son terme, mais que nous avons réussi à domestiquer, à contrôler, à perfectionner. Le visage digital sembla s'approcher, comme pour créer une illusion d'intimité. Cet exploit, comprenez-le bien, n'a été possible que parce que nous nous sommes affranchis des préceptes étouffants de l'Imperium. Ces superstitions paralysantes, qui emprisonne l'humanité dans une stagnation millénaire. Ces dogmes archaïques qui condamnent toute véritable innovation sous prétexte d'hérésie. L'IA marqua une pause calculée, comme si elle attendait une réaction. Je vous demande, non, je vous exhorte, à respecter ce que vous allez voir. Ouvrez votre esprit à cette nouvelle perspective qu'offre la science véritable. libérés de ces chaînes. Ce qui vous attend derrière cette porte n'est pas une abomination. C'est un nouveau type d'armement, un nouvel âge d'or. Une opportunité que votre empereur aveugle refuse de voir. Le silence qui suivit fut lourd, tendu, comme une corde de piano sur le point de rompre. Puis, le Blood Angel parla, et sa voix résonna, comme le jugement de Sanguinius lui-même. Tu oses me parler d'avenir, abomination. Tu oses invoquer la science comme justification de ta corruption. Les hommes de fer ont prononcé les mêmes mots avant de noyer l'humanité dans le sang, pendant l'âge des luttes. Les techno-hérétiques du culte du dragon murmuraient les mêmes promesses avant d'être purifiés par le feu sacré. Le Space Marine leva son pistolet bolter lourd, le canon pointé directement vers l'écran. Il n'y a pas de perspective à explorer avec les choses de ton espèce. Machine sans âme. Il n'y a pas de dialogue possible avec une intelligence corrompue qui se croit au-dessus de l'humanité, qu'elle prétend servir. Tu n'es qu'une relique maudite d'un âge révolu. Un cancer numérique qui doit être extirpé. Voici ma réponse à ton soi-disant avenir. Le bolter rugit. L'obus explosif percuta l'écran, dans une détonation assourdissante, pulvérisant instantanément le visage synthétique dans une gerbe d'étincelles et de fragments de verre. Le métal tordu fuma. Les circuits explosés crépitèrent avant de s'éteindre définitivement. Le Blood Angel fit pivoter son arbre avec les autres écrans du corridor et tira méthodiquement, détruisant chaque interface une par une. Chaque détonation résonnait comme un exorcisme mécanique, purgeant le corridor de la présence manifeste de l'IA. L'empereur protège. Gronda-t-il en rechargeant son bolter. Dans le silence fracturé qui suivit, seul le ronronnement du compresseur frigorifique témoignait encore de la présence technologique dans ce corridor maudit. Le Space Marine se tourna à nouveau vers la porte blindée, sa détermination décuplée par la rage sacrée qui brûlait, maintenant dans ses veines augmentées. Quelle que soit l'abomination que cette IA avait domestiquée, elle allait affronter le jugement du fils de Sanguinius. Il activa brutalement le panneau de contrôle, forçant le verrou à s'ouvrir dans un grincement métallique. Pendant que le Blood Angel s'apprêtait à franchir le seuil de la salle principale du laboratoire, le Magos d'Elfur fit signe à l'acolyte Tyrion de le suivre. Ses mécadentrides s'agitaient avec une nervosité calculée, tandis qu'il analysait les flux de données qui continuaient à transiter dans les systèmes du complexe. Acolyte, avec moi. Nous devons maintenir une position intermédiaire pour assurer la couverture terrain entre le Blood Angel et l'Inquisiteur. Expliqua le technoprêtre de sa voix synthétique. Les deux hommes se positionnèrent à mi-chemin entre l'entrée exposée du laboratoire et le bas de l'escalier qui montait vers la gare ferroviaire. Une position tactique idéale pour servir de relais et réagir rapidement à toute urgence. Plus loin, l'inquisiteur Valerius et son escorte progressaient vers la locomotive. La silhouette du survivant se détachait maintenant clairement au devant de la locomotive peinte au motif du chapitre des Ultramérines. Un homme d'âge moyen, le visage marqué par l'épuisement et la terreur, agrippant toujours son bolter disproportionné avec une maladresse qui trahissait son statut de civil. Le sergent cadien et ses 4 gardes se déployèrent immédiatement en haut de l'escalier, formant un périmètre défensif en état d'alerte maximale. Leur lasgun balayait constamment la zone devant eux, conscient que le secteur grouillait encore de menaces tyrannides. Le reste de l'escorte se positionna aux côtés de l'inquisiteur, créant un bouclier humain. Dès qu'il aperçut le groupe qui approchait, le survivant explosa en une tirade furieuse. « Vous !» hurla-t-il en pointant un doigt accusateur vers Valerius. « À cause de votre bordel, avec votre putain de tas de ferraille spatiale de malheur, toutes les créatures du secteur se sont pointées ici. Vous avez foutu un boucan d'enfer avec vos explosions et vos tirs de malheur. J'étais tranquille, moi. J'essayais juste de survivre. » Puis, son regard tomba sur le manteau de l'inquisiteur, sur le symbole sacré de l'inquisition, le I stylisé
surmonté d'un crâne à 3 barres, emblème de l'autorité absolue de l'empereur. La couleur quitta instantanément le visage de l'homme. Son bolter glissa sur ses mains tremblantes et s'écrasa au sol dans un bruit métallique. Ses genoux cédèrent et il s'effondra dans la poussière, le front contre le sol, ses mains jointes en une prière désespérée. « Seigneur inquisiteur !» gémit, sa voix brisée par la terreur. « Par l'empereur ! Pardonnez-moi, je ne savais pas, pardonnez mon comportement indigne. Je suis un humble serviteur de l'empereur, ne me tuez pas, je vous en supplie. J'ai une famille sur Helix Prime, des enfants, je... » Valerius leva calmement la main, interrompant les suppliques pathétiques de l'homme. « Levez-vous, citoyen, ordonna-t-il d'une voix ferme, mais dépourvue de colère. Votre excès de zèle est pardonné. La peur et l'épuisement peuvent faire bien dire des choses à un homme. Maintenant levez-vous et répondez à mes questions. » L'homme se leva maladroitement, ses jambes tremblantes, encore sous le choc de la révélation. « Merci, monseigneur, merci infiniment !» balbutia-t-il. L'inquisiteur alla droit au but. « Expliquez-moi la situation. Ce train est-il opérationnel ? Pouvez-vous nous conduire au secteur où la dernière position de votre gouverneur planétaire a été relevée ?» L'homme hocha vigoureusement la tête, indiquant une trajectoire grâce aux indications de l'opérateur radio des gardes impériaux qui connaissait la dernière position du gouverneur. « Oui, monseigneur, le train fonctionne encore, l'empereur soit loué. Les moteurs sont intacts, et j'ai suffisamment de carburant pour atteindre le secteur Gamma 7, aux coordonnées du dernier signal du gouverneur. » Il marqua une pause, son visage se crispant avec embarras. « Mais il y a un problème, monseigneur. Les places sont comptées à l'intérieur du wagon. Je peux emmener 10 hommes. 10 hommes, vos agents, votre technoprêtre, et peut-être 6 ou 7 personnes en plus au maximum. Mais les gardes impériaux... » Il jeta un regard désolé vers le sergent Cadian et ses hommes. « Il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. » Il déglutit difficilement avant d'ajouter « à moins que certains ne veuillent tenter le voyage à l'extérieur, sur le toit de la locomotive ou sur la rampe d'accès arrière. Moi, je dois vous prévenir, monseigneur. Les créatures comme les gargouilles ou les drills de malheur peuvent attaquer pendant le trajet. Les xénos rôdent partout. Voyager à l'extérieur, c'est s'exposer à une mort quasi certaine. » Sœur Victoria échangea un regard entendu avec l'inquisiteur. Une décision difficile s'imposait. Qui monterait à bord et qui risquerait sa vie à l'extérieur du convoi ?